Madame la députée européenne et républicaine Nadine Morano, bonjour. Bonjour. Dimanche sur RMC et BFM TV, ça sera le deuxième grand débat de la droite. Vous avez choisi Michel Barnier. Pourquoi? Oui. Parce que je le connais bien d'abord. Je les connais tous en fait, puisque j'ai participé au même gouvernement qu'eux, j'ai été au Parlement avec eux, et je connais à la fois la personnalité, mais surtout la stature et l'expérience de Michel Barnier. Je considère que c'est celui qui est le plus à même de rassembler non seulement la droite, mais également les Français. Et je pense que c'est important parce que Michel Barnier, qui a cette stature nationale et internationale, ne sera pas dans l'exercice du pouvoir un président m'as-tu vu, en scène permanente, mais un président réformateur qui ne sera pas en apprentissage à l'Élysée, mais qui sera directement opérationnel parce qu'il connaît tous les rouages à la fois de l'État, de la machine d'État et de la machine européenne. C'est l'anti-Nicolas Sarkozy, non? Non, pourquoi vous dites que c'est l'anti... Non, au contraire, Nicolas Sarkozy avait lui aussi l'expérience. Il avait été maire, il avait été parlementaire, il avait été ministre. Tous ont de l'expérience là. Non, mais je parlais... Oui, tous ont de l'expérience, mais je parlais en différenciation par rapport à Emmanuel Macron, qui est arrivé avec une expérience extrêmement courte de ministre, qui n'a jamais été un élu local. Michel Barnier a une longue expérience d'élu local. C'est un homme de terrain. Il a été élu conseiller général à 24 ans. Il a été président du département de la Savoie. C'est l'ancienneté en fait, mais est-ce que l'ancienneté c'est bien? Non, je parle pas d'ancienneté. Ouais. Parce que c'est pas qu'une question d'ancienneté, c'est une question d'expérience et de connaître le fonctionnement du pays. Or, je considère que Michel Barnier a cette expérience nationale et internationale. C'est un homme de terrain qui a été en plus celui qui a eu la lourde mission de négocier au titre des 27 pays de l'Union le Brexit. Et je peux vous dire que c'était pas une mince affaire. Alors après, c'est vrai qu'il n'est pas un habitué des plateaux de télé comme le sont mes autres compagnons de route qui font des télés très régulièrement. C'est pas un désavantage par rapport aux Français? Non, je pense qu'il a montré une forme à la fois de sérénité et à la fois une forme de retenue. Après, il y a 4 débats, donc il y en a encore 3 à passer. Et voilà. Donc là, dans le deuxième, vous lui conseillez d'y aller là? De se lâcher? On verra. D'abord, moi, je suis un peu contre les conseils d'amis. Non, mais conseils d'amis sur le fond, sur les médias training, tout ça, je suis un peu en désaccord parce que moi, j'aimais l'image de Charles Pasqua qui restait Pasqua parce qu'on savait que c'était lui, même quand il raclait de la gorge. Et je trouve qu'il faut rester soi-même. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas surjouer. Pardon? C'est pas une posture et une forme de déni de refuser la communication et les médias, ce que vous appelez les médias training, alors qu'on voit bien que c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Et c'est mon métier, c'est la raison pour laquelle j'en parle, en étant aussi à l'aise. Oui, mais non, parce que figurez-vous que moi j'en ai marre de voir l'apparence et une facilité de dialogue sur les plateaux de télé et qu'après dans les actes il se passe pas grand-chose. Ça, je pense que les Français, ce qu'ils veulent, c'est peut-être sans doute des gens qui parlent moins et qui soient plus efficaces dans le traitement des dossiers, qui, quand ils sont à l'international, sont reconnus, écoutés et considérés. C'est le cas de Michel Barnier. Lui, quand il va arriver, on n'aura pas besoin de le présenter. Tout le monde le connaît, tous les chefs d'État le connaissent, et ils savent très bien quelles mesures il faudra prendre sur les questions migratoires. On en reparlera, je l'espère, sur les questions migratoires, sur la politique économique. Ouais. Les questions migratoires, parce qu'il y a quelque chose de grave qui se passe aux portes de l'Europe. Ouais. C'est l'attaque migratoire, je reprends le terme utilisé par le gouvernement, l'attaque migratoire orchestrée par la Biélorussie qui donc a amené des migrants devant la frontière avec la Pologne pour nous tester et pour se venger en quelque sorte des sanctions qu'on avait décidées contre ce régime qui est jugé non démocratique. Comment on répond? On prend ces migrants, les accueille? D'abord, je voudrais dire que cette crise migratoire sur cette façade Est n'a pas commencé avec la Pologne. Elle a commencé dès cet été avec la Lettonie et la Lituanie. Tout de suite, l'Union européenne est intervenue pour aider à la sécurisation des frontières. La Pologne aujourd'hui, avec le gouvernement qui est au pouvoir, c'est plus compliqué parce qu'elle n'est pas... Elle est en confrontation avec l'Union européenne à laquelle elle appartient. Et, elle refuse Frontex. Voilà. Donc, et évidemment, l'Union européenne est tout à fait favorable à aider la Pologne dans la gestion de cette crise. Moi, je considère par ailleurs que depuis très longtemps, l'Union européenne fait une faute de ne pas dialoguer avec Vladimir Poutine. Moi, je voudrais que Vladimir Poutine vienne s'exprimer au sein du Parlement européen. Poutine qui est accusé d'être le commanditaire de tout ça. Oui, mais on ne considère pas, on ne dialogue pas avec la Russie.
Et je trouve que c'est une faute. Je trouve qu'il vaudrait mieux considérer la Russie comme un partenaire. Et je me rappelle du temps où il y avait une crise en Géorgie, à l'époque où Nicolas Sarkozy était monté dans son avion, était parti discuter justement avec Medvedev à l'époque, donc avec les autorités russes. Et je crois que l'initiative, le devoir d'initiative, le devoir de fermeté sur ces questions, mais nous parlons d'êtres humains. Attention, moi, ces images qui sont instrumentalisées de familles, d'enfants, donc d'êtres humains, à qui nous devons le devoir d'assistance. Donc moi, je suis... Comment est-ce qu'on fait cette assistance? Il faut que le HCR puisse, et qu'on impose que ces familles soient mises dans des camps sécurisés, à l'abri des camps sous HCR, et qu'on n'autorise pas la pénétration sur le territoire européen, c'est-à-dire en Pologne. Là, si on est faible là-dessus, on ne s'en sortira pas. Oui, il faut de la fermeté Bellamy, et de l'humanité. Votre collègue François-Xavier Bellamy qui dit « Celui qui ne maîtrise pas ses frontières est forcément le jouet du premier chantage migratoire venu ». Est-ce que finalement, c'est pas nos faiblesses qui apparaissent et la Biélorussie en profite? Non, mais que nous ayons des faiblesses, ça c'est une certitude. Moi, je voudrais que les moyens qui sont, même si on en a donné encore beaucoup à Frontex, soient au titre des États membres, largement plus renforcés pour protéger. Pour dire stop aux migrants? Moi, je pense qu'il faut faire en sorte de stopper ce dévoiement de l'asile. Aujourd'hui, l'asile est totalement dévoyé. Donc, il faut que les gens comprennent que s'ils viennent, donc il faut les décourager de venir. Si vous venez sur le territoire européen, attention, en France, Michel Barnier supprimera l'aide médicale d'État, ça ne sera réservé qu'aux urgences. Donc stop à tous les trafics qui sont faits pour venir se faire soigner en France. Si vous venez en France, vous serez plus facilement débouté du droit d'asile. Si vous venez en France avec Michel Barnier, président, la liberté de circulation quand vous êtes demandeur d'asile ne sera plus la norme. Hein. Moi, je ne veux pas que les demandeurs d'asile circulent librement sur le territoire, alors qu'on ne les connaît pas, on ne sait pas où ils vont. Ils doivent être soit dans les centres de rétention administrative, soit dans les CADA assignés à résidence. La norme doit être l'assignation à résidence. Ceux qui veulent demander l'asile, on doit savoir d'où ils viennent. Il faut changer, et Michel Barnier, c'est une des mesures qu'il prendra dans les mesures immédiates, parce qu'il a parlé d'un moratoire. Sa réforme, elle est globale. La réforme sur l'immigration, elle est globale. C'est-à-dire qu'il faut changer la Constitution, c'est ce qu'il a appelé le bouclier constitutionnel, pour que la norme supérieure de notre Constitution s'impose aux complexités qui nous sont imposées par la CEDH. C'est gonflé de sa part quand même, parce que... C'est le seul à proposer ça. Bah oui, mais enfin, il a été à l'Europe pendant... Justement. Ouais, mais enfin, mais justement. Comment vous voulez que les Français... Mais vous avez tort. Comment vous voulez que ce soit crédible auprès des Français? Mais si vous savez... Le type est à l'Europe pendant des années, avec toutes les qualités qu'on lui reconnaît, et puis ensuite, il vient chez les Républicains pour être président de la République, et il dit, j'inverserai le truc pour que le national prenne le pas sur l'européen. Monsieur Marchal, je peux vous dire que vous êtes journaliste, là. D'accord, ici, là, sur ce plateau. Ouais, et je suis citoyen et je vais aller voter aussi. Donc je veux des gens qui soient crédibles. Non, mais permettez-moi de terminer ma démonstration. Vous êtes journaliste, vous faites votre boulot sur ce plateau. Mais si les services de la comptabilité marchent mal, vous n'avez pas dit, ah bah oui, mais bon, moi, j'ai été sur RMC, c'était le bordel, mais moi, bah non, chacun sa responsabilité. Il a été commissaire européen en charge des marchés intérieurs. Il a vu... Il est nommé par la France. On l'a jamais entendu. Hein. Il a été nommé par la France. Excusez-moi. Justement. Sur les questions migratoires, on l'a jamais entendu. L'expérience qui est la sienne. Il a dit qu'il n'avait pas d'expérience. Mais il disait qu'il fallait qu'il soit crédible. Mais il est crédible, mais pas du tout. Écoutez, vous croyez qu'à son âge, si l'intérêt de la France et l'intérêt supérieur de la France n'était pas pour lui ce qui lui importe le plus, vous croyez qu'il n'irait pas faire autre chose? Pardonnez-moi, si vous êtes sur sa ligne. Non, mais il irait faire autre chose. Mais l'expérience. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. L'expérience qui est la sienne sur l'Union européenne, dont il connaît les failles, les faiblesses et ce qu'il y a à changer, moi je préfère quelqu'un qui a vu fonctionnement la maison. Gros sur le cœur. Mais c'est pas ça, il n'était pas candidat à l'élection présidentielle. Il est candidat à l'élection présidentielle. On continue d'en parler avec vous, Nadine Morano, le témoin de la semaine avec les GG, avec les grandes gueules, la députée européenne. À tout de suite. RMC, 9h midi. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules, RMC Story, Charles Consigny, Marianne Soubré, David Dickens, Nadine Morano, la députée européenne qui est avec nous.
Monsieur David Dickens, Donc, question directe. Une ligne que vous partagez manifestement avec Monsieur Barnier, vous dites qu'il faut parler à Poutine et qu'il faut sortir du dévoiement de la demande du droit d'asile. Sachant que ceux qui sont à la frontière là sont des Syriens qui ont fui les bombardements russes. Qu'est-ce que vous dites à Poutine? Et est-ce que vous pensez que ces gens-là dévoient le droit d'asile? Vous parlez de qui dévoile le droit d'asile? Bah là, Poutine, les migrants qui sont aux frontières, là. Oui. Vous dites qu'il faut arrêter avec le dévoiement. Ouais. On sait que ce sont des gens qui ont fui les frappes russes. Ouais. Donc vous dites quoi non, à mais bon, Poutine? non mais arrêtez. Vous dites quoi non, mais à Poutine? Arrêtez. Je vous Non pose mais, une question précise, Madame Morin. s'il vous plaît. Cher monsieur, vous pouvez pas résumer le conflit syrien. C'est pas le cas. Bah non mais si, vous dites il fuit les bombardements russes. Il fuit et de non mais Bachar arrêtez. el-Assad. Non mais Alors, attendez, Nadine Morano répond. Des Syriens, Madame non Morano. mais stop. Il y a des Irakiens, il y a des Syriens, il y en a. Moi c'est ma réponse. Il y en a qui viennent. Non mais vous y êtes allé, donc vous ne savez même pas qui c'est. Donc merci. Vous êtes allé leur demander. Non mais pardon. Là vous êtes allé à la frontière, vous êtes allé leur demander leurs papiers. La plupart n'ont pas de papiers. La plupart n'ont pas. Moi je suis allé dans les camps de réfugiés. Oui monsieur. Moi aussi. J'y suis allé. Donc je considère que nous n'avons pas. Même si c'est difficile, nous ne pouvons pas supporter une invasion migratoire sur le territoire européen de personnes dont on ne sait pas exactement dont ils viennent. Je souhaite aussi, pardon parce que vous me tendez la perche, vous savez il y a une chose qu'il faut faire dans notre pays et dans l'Union européenne. Parce que on est confronté à des gens qui se disent, comme celui qui m'a volé mon portable à la gare de l'Est, vous avez suivi ça dans la presse, qui a été condamné d'ailleurs, qui est passé en comparution immédiate parce qu'il a été repéré par les caméras de vidéosurveillance, qui se disait palestinien, donc mais sans papier, qui faisait l'objet d'une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français depuis le mois de septembre, qui n'a pas été exécutée, qui aujourd'hui purge une peine de prison. Est-ce qu'il faut qu'on s'attaque à cette problématique des sans-papiers? Et comment on fait? Comment on fait? Le rapport, c'est que vous êtes en train de me parler de gens dont vous ne connaissez absolument pas l'identité. Ce qu'on fait de ces gens-là, c'est tout. C'est ma question. Mais pourquoi vous parlez de Poutine là? On va pas arrêter que sur ça. Charles Consigny, s'il reste très peu de temps, il y a 5 minutes. Non, moi ce que je voudrais... Je peux dire juste une proposition. Oui, une proposition. Voilà. Juste une. Parce que pour faire face à ça et connaître l'identité des personnes, il faut qu'on aide, au titre de l'aide au développement, à financer des titres d'identité sécurisés dans les pays d'origine. Ça, c'est concret. Ça, c'est du concret. Moi, je ne veux plus de sans-papiers et je ne veux plus aider des pays qui demandent l'aide au développement et qui ne maîtrisent pas leur politique migratoire. Alors, je ne veux pas que les Français payent deux fois. Demander à Nadine Morano. Moi, je pense depuis longtemps que la droite républicaine peut avoir sa place dans le débat politique actuel, mais j'observe qu'elle est concurrencée maintenant par 3 candidats. C'est-à-dire que la droite, elle doit composer avec Marine Le Pen, qui reste une candidate de droite, même si elle est assez sociale, Éric Zemmour, qui est un candidat d'extrême droite, mais qui a le vent en poupe, et Emmanuel Macron, qui incarne un peu la droite baladurienne, disons, orléaniste. Il y a toujours eu 3 droites. La droite de l'argent. Et donc, ma question à Nadine Morano, c'est comment faire, en fait, avec 3 concurrents assez forts à droite pour exister? Nadine Morano. Assumer ce que nous sommes. Enfin, je veux dire, avoir du courage politique. Moi, on parle des partis politiques, le Rassemblement national. Bon, Éric Zemmour qui n'en a pas. Vous le qualifiez d'extrême droite. Moi, je pense pas que Éric Zemmour soit devenu d'extrême droite. Je considère simplement. Je pense qu'il a toujours été. Non, mais je pense qu'il est un polémiste et qu'un polémiste peut dire certaines choses qu'un candidat à l'élection présidentielle ne peut pas dire. Je cite cet exemple parce que il a des propos qui sont brutaux. Notamment ce qu'il a dit sur Marlène Schiappa me dérange. On ne s'attaque pas aux personnes, on peut s'attaquer à ce que disent les personnes et dire je suis pas en accord avec les propos imbéciles, mais de dire que Marlène Schiappa est une imbécile, moi je n'accepte pas ça dans le débat public. Donc le président, son objectif, ça sera de proposer un cap aux Français et de savoir rassembler. Si jamais il y avait un second tour, j'imagine un scénario, un second tour. Non mais moi je fais jamais de politique fiction. Oui, non mais je vous arrête tout de suite. Macron face. Non mais jamais. Face à Éric Zemmour. Mais Éric Ciotti, il a répondu à Éric Zemmour. Tant pis, il répond ce qu'il veut, moi non. Pourquoi tant pis? Parce que quand vous êtes en train de... Non mais quand vous êtes en train de courir, vous dites j'ai déjà perdu. Faut arrêter. Moi quand je cours jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Je la repose différemment. Je la repose un peu différemment. Éric Zemmour a dit le débat à droite, c'est pour savoir qui sera le prochain Premier ministre d'Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il y a un doute. On se dit finalement, est-ce que Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et les autres ne finiront pas à Matignon si Emmanuel Macron est réélu? Non, d'abord je vais vous dire. Peut-être même Michel Barnier. Écoutez,
vous êtes tous impatients, je le comprends. Mais l'exercice que vous avez vu lundi, et moi je voudrais rendre hommage à Christian Jacob quand même, parce qu'il a ramené tout le monde à la maison. J'étais venu chez vous au mois de juin, je le disais, et là on a les... C'est l'homme politique de la rentrée, Christian Jacob. Écoutez, c'est quand même fort d'arriver à ramener tout le monde à la maison. C'est-à-dire ceux qui avaient claqué la porte pour de mauvaises raisons, qui sont revenus pour que nous n'ayons qu'un seul candidat de la droite et du centre. Voilà. Et donc moi je me réjouis maintenant d'entendre ceux qui étaient partis en nous disant que le parti allait un peu trop à droite, en disant on veut que la France reste la France. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Et moi les critiques est-ce qu'on choisit le futur Premier ministre d'Emmanuel Macron? Bien sûr que non, mais je ne vous ai pas répondu parce que ça me paraît... Une partie des Républicains est partie chez Macron il y a 5 ans, donc mais pourquoi vous dites le mouvement ne pourrait pas continuer s'il est réélu? Vous avez, mais pourquoi globaliser? Vous avez quelques individus qui sont qui sont partis, qui sont les poids lourds de la Macronie, Darmanin, Bruno Le Maire, Jean Castex, Édouard Philippe avant. Jean Castex c'est un poids lourd. Qui étaient les points faibles de la droite. Matignon. Il était directeur de cabinet Xavier Bertrand, il est devenu un médecin. Non mais bon, ça prouve un peu, pardon, mais quand vous regardez comment a constitué son gouvernement Emmanuel Macron, on peut pas dire qu'il a pris des poids lourds. Il a pris des gens qui ont choisi de trahir leur famille politique. Là, moi, j'entends le discours du président qui dit on va faire une grande loi sur la sécurité intérieure, une loi d'orientation pour la sécurité intérieure, une LOPSI en fin de mandat. L'exercice qu'on fait toujours en début de mandat, parce qu'il faut donner les moyens à la police dès le début du mandat. Lui, il le fait en fin de mandat. Non mais, faut arrêter quoi. Marianne. Non, mais en fait, vous avez quand même évoqué ce phénomène Zemmour. Alors bon, aujourd'hui, on voit qu'il recule un petit peu. Est-ce que du coup, Michel Barnier, que vous représentez un peu aujourd'hui, est conforté ou pas Moi, je considère qu'Éric Zemmour, qui est un ami, je le dis et je le répète. Mais donc tout est perméable entre vous. Non, mais moi j'ai beaucoup débattu avec Éric Zemmour. C'est quelqu'un que je respecte. Il met sur la table des débats et il a raison de le mettre. Il a grandi à Drancy. Moi j'ai grandi au Dulièvre à Nancy. Et on a fait le même constat sur le changement de nos quartiers. Il faut arrêter. Mais Marine Le Pen l'a pas fait avant. Mais Marine Le Pen, elle l'a fait avant sur quoi? Marine Le Pen, le problème. Voyez, monsieur, je vais vous dire. Tout à l'heure, on parlait des personnes humaines. Quand on parle, on peut en sauter sur sa chaise en disant je veux expulser les étrangers en situation irrégulière. J'expulse les délinquants sortis de prison. C'est pas comme ça. Il y a des règles juridiques, c'est des êtres humains. C'est pas des boîtes de conserve. On les met pas dans une barque au milieu de la mer. Il y a et quand on n'a pas de laissez-passer consulaire et quand on ne travaille pas avec les pays d'origine, parce que ceux qui supportent le poids sont les pays d'accueil, les pays d'origine, tout ce qui concerne l'Union africaine, l'UA. Nous on a l'UE, mais eux ils ont l'Union africaine. La Méditerranée, elle a deux rives. Pourquoi est-ce que les bateaux qui sont quelquefois plus près de ports sûrs de Tunisie ou du Maroc, il faudrait qu'on les laisse venir sur le continent européen. Moi, je dis qu'il faut responsabiliser les pays d'origine, les pays aussi subsahariens qui se cotisent pour faire partir les garçons, parce que les mineurs non accompagnés et ceux qui arrivent en situation légale sont généralement des garçons. À 90%, ce sont des garçons. Donc, il y a une stratégie de venir en France et d'importer un mode de vie qui n'est pas le nôtre. Ça, Éric Zemmour, il a raison. Vous voulez que parce que c'est Éric Zemmour qui le dit, je vais dire qu'il a tort. Non, je vous disais mais simplement il a raison. Marine Le Pen le disait avant. En revanche, je pense simplement que Éric, qui est un excellent polémiste, est sans doute moins armé pour devenir un excellent président. Je le pense vraiment. Parce que je ne peux pas dire d'Emmanuel Macron qui n'a pas d'expérience, et de voir la qualité médiocre de son quinquennat, et d'espérer d'Éric, qui n'a jamais eu d'expérience ni gouvernementale, ni d'expérience de terrain, devenir un président qui saura faire. D'ailleurs, avec quelle méthode, avec quelle majorité parlementaire, parce qu'il est tout seul. Après, il va faire comment? Qui sera sa majorité parlementaire? Merci Nadine Morano. Et rendez-vous dimanche soir sur RMC et BFM TV, puisque on parlait des Républicains notamment, pour suivre le deuxième débat de cette famille politique qui tranchera sur son candidat le 4 décembre prochain lors d'un congrès. Passez un bon week-end. Les GG reviennent lundi.